Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous recevons Théodore Postol, professeur de sciences, de technologie et de politique de sécurité nationale au MIT. C'est un spécialiste des systèmes de lancement d'armes nucléaires, des missiles et de la défense antimissile. Et il a aussi conseillé le Pentagone. Merci, comme toujours, d'être revenu dans l'émission. C'est un vrai plaisir d'être ici. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des capacités nucléaires de l'Iran, parce que c'est un point essentiel à évaluer si l'on veut comprendre quel type d'accord nucléaire pourrait être conclu. La guerre contre l'Iran a été désastreuse à bien des égards. Mais l'un des aspects les plus graves, c'est qu'elle a, en réalité, fait peser une menace existentielle sur l'Iran. Les États-Unis et Israël pourraient chercher à provoquer un changement de régime. Mais comme il n'y a pas de gouvernement prêt à prendre la relève, le résultat le plus probable serait la balkanisation, voire la destruction de l'Iran, un scénario comparable à celui de la Syrie ou de l'Irak. Donc encore une fois, je pense que cela suffirait à Israël, et peut-être aussi aux États-Unis, pour écarter une puissance régionale majeure. Mais si vous êtes à Téhéran aujourd'hui, vous partez du principe qu'Israël et les États-Unis ne renonceront pas. Ils tenteront à nouveau de vaincre et de détruire l'Iran. Le problème, au fond, c'est que l'Iran a aujourd'hui toutes les raisons du monde de vouloir développer une arme nucléaire, ce qu'on appelle souvent la dissuasion ultime. J'espère vraiment qu'ils ne le feront pas. Mais il faut aussi être honnête sur le fait que la guerre a créé d'énormes incitations à aller dans ce sens. Et vous savez, j'ai déjà parlé par le passé des capacités que possèdent les Iraniens, parce qu'ils ont beaucoup de savoir-faire. Ils ont aussi l'uranium enrichi, la matière première. Donc, le défi est bien réel. Et justement, à ce sujet, vous avez préparé une partie de vos recherches et de vos arguments sur cette question. Oui, j'ai un peu regardé la situation. Je l'avais déjà fait auparavant, comme vous le savez, mais j'y suis revenu et j'ai réexaminé les choses. Et j'en ai tiré plusieurs conclusions que je pense importantes. Je ne sais pas si quelqu'un est encore prêt à écouter la raison. On connaît tous ce problème. Mais je crois que les raisons qui sous-tendent les conclusions que je vais exposer dans un instant sont solides. Et selon moi, elles montrent très clairement qu'une solution diplomatique est possible, alors qu'une solution militaire ne l'est pas. Il faut donc que les personnes en position d'autorité en prennent conscience, sinon on risque de voir une explosion de la prolifération nucléaire en Asie du Sud-Ouest. D'abord, je pense qu'il est essentiel de reconnaître que les Iraniens ne veulent pas construire d'armes nucléaires. Ce qu'ils veulent, c'est dissuader leurs ennemis, en particulier Israël, de les frapper avec des armes nucléaires. Et Israël a montré, par ses actions, qu'il représente une menace existentielle pour l'Iran. On peut même dire, sans exagérer, une menace génocidaire. Peut-être qu'il n'en a pas les moyens directs, mais il agit clairement dans ce sens ailleurs, notamment à Gaza et en Syrie. Au Liban, surtout dans le sud, la situation est vraiment scandaleuse. Et d'une certaine manière, elle ressemble à ce qui se passe à Gaza. Une tentative d'épuration ethnique contre les populations libanaises pour s'emparer de plus de territoires sous prétexte de soi-disant défense. Du point de vue des dirigeants iraniens, ils font face à deux adversaires qui représentent d'une certaine manière une menace génocidaire. Et malgré cela, ils veulent toujours négocier. La raison, c'est qu'ils sont vraiment très rationnels dans leur façon de penser. Si on regarde non seulement la logique derrière leurs efforts diplomatiques, mais aussi la manière dont ils ont mené la guerre quand elle a éclaté, on voit qu'ils ont fait preuve d'une discipline et d'une réflexion remarquables dans leur conduite. C'est vraiment impressionnant à cet égard.
Mais, en gros, l'Iran, la direction iranienne, comprend que s'il se dote de l'arme nucléaire, l'Arabie saoudite deviendra presque à coup sûr, elle aussi, une puissance nucléaire en réaction. Et elle pourrait le devenir très rapidement, puisque l'Arabie saoudite a financé à l'époque les efforts du Pakistan pour construire la bombe atomique. Il y avait d'ailleurs un accord tacite. Si un jour l'Arabie saoudite avait besoin d'armes nucléaires, le Pakistan les lui fournirait. Et cette situation est, semble-t-il, largement admise. L'Arabie saoudite a d'ailleurs été très claire. Elle ne tolérera pas un Iran doté de l'arme nucléaire sans en posséder elle-même. Et les Iraniens savent très bien que cela aurait un impact majeur et négatif sur la sécurité nationale de l'Iran. Bien sûr, il y a la Turquie, qui pourrait assez facilement avancer vers la fabrication d'armes nucléaires, surtout si l'Iran et l'Arabie saoudite en possédaient, et peut-être aussi l'Égypte. Et on ne sait pas encore de quoi certains États du Golfe Persique seraient capables. En partie parce que leurs bases industrielles sont plus limitées, mais ils ont beaucoup d'argent et on ignore comment ça pourrait se traduire. Donc, on se retrouve dans une situation où l'on a affaire à un acteur rationnel, ce qui est plutôt rare de nos jours, qui veut négocier quelque chose. Mais, de l'autre côté de la médaille, il faut se demander ce qui se passe si le comportement irrationnel des États-Unis en particulier, et de l'Occident en général, pousse les Iraniens dans un coin, au point qu'ils en viennent à conclure qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'avoir l'arme nucléaire. Et bien sûr, la situation pourrait être encore plus complexe que ça. Bien sûr, quelqu'un comme vous serait bien meilleur pour imaginer différents scénarios. Mais ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il y a des gens très rationnels au sein de la direction. Et on sait aussi qu'il y a d'autres personnes en désaccord avec cette direction qui pensent qu'il serait bon de construire des armes nucléaires tout de suite. Les débats internes à l'intérieur du pays sont complexes, totalement imprévisibles. Et il est difficile de savoir quand, ou même si ceux qui veulent aller de l'avant et fabriquer des armes nucléaires finiront par l'emporter dans ce débat interne. Ça peut arriver à tout moment, donc on n'en sait rien. Mais ce qui est vraiment important, c'est de se demander à quoi ressemblerait le monde si nous ne faisions pas l'effort de parvenir à un accord négocié avec les Iraniens, qui, je le répète, veulent le faire. Alors, le premier point que je voudrais souligner, ça se m'empêche d'avant quelques... Juste... Vous voyez cette diapositive? Oui, c'est maintenant. La diapositive est à fouet. D'accord. Il y a quelques points essentiels que j'ai déjà évoqués, mais qui méritent d'être soulignés. Le premier, c'est que l'Iran pourrait produire en réalité 10 ou 20 armes atomiques. C'est une affirmation différente de ce qu'on entend habituellement. Aujourd'hui, l'idée générale, c'est que l'Iran peut produire rapidement, et je dis bien rapidement, à partir des 440 kg d'hexafluorure d'uranium enrichi à 60%, environ 10 armes nucléaires. Mais ces estimations reposent sur une hypothèse implicite, que chaque arme atomique nécessiterait 25 kg d'uranium hautement enrichi, de qualité militaire. Or, l'Iran n'a pas besoin de 25 kg d'uranium hautement enrichi pour fabriquer une bombe atomique. Ils n'ont besoin que de 14 ou 15 kilos. C'est lié à la conception de l'arme. En fait, quand on regarde la situation d'un point de vue technique, il semble presque certain que si vous étiez iranien et que vous envisagiez de produire rapidement des armes nucléaires, vous ne fabriqueriez pas une arme du type dont on parle. Vous construiriez plutôt une arme avec une sphère creuse d'uranium-238 entourant un cœur de 15 kg d'uranium hautement enrichi.
Et la raison pour laquelle vous feriez cela, c'est que cette sphère externe d'uranium-238 a deux effets bénéfiques du point de vue de l'arme. D'abord, elle renvoie les neutrons vers le cœur, ce qui permet d'utiliser une plus petite quantité d'uranium-235 pour fabriquer l'arme. Donc, il suffit d'une masse critique plus petite. Et si la masse critique est plus petite, ça veut dire qu'on dispose de plus d'uranium-235 pour fabriquer des armes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que le réflecteur d'uranium est très massif. Il est vraiment lourd. Et justement, comme il est si massif, quand une bombe atomique construite de cette façon entre dans une phase de développement rapide, avec une libération d'énergie très intense au moment où elle devient supercritique, si on parvient à retarder l'expansion de l'arme de quelques centièmes de millisecondes, autrement dit, à ralentir un tout petit peu cette expansion, on obtient un rendement nettement plus élevé, parce qu'une plus grande partie de la masse critique subit la fission avant que l'uranium de qualité militaire ne se désassemble. Donc vous obtenez deux avantages. Le coût, c'est un poids plus élevé. Mais comme je vais le montrer, ce poids supplémentaire reste tout à fait compatible avec une construction et un vol réel. L'arme que vous pourriez fabriquer aurait des dimensions et une masse qui permettraient de la monter facilement sur un missile longue portée déjà existant, testé, et qui a souvent été utilisé pour livrer des explosifs conventionnels vers Israël. Autrement dit, si vous décidez d'aller de l'avant, vous n'avez pas seulement l'arme, vous avez aussi le système de lancement capable d'emporter cette ogive par missile balistique. La seule question qui resterait, c'est celle de la fiabilité de ces missiles balistiques. Et il semble très fiable, puisque la défense antimissile en Israël est quasiment inutile. Je devrais sans doute, enfin, je ne veux pas paraître présomptueux, mais il y a une autre présentation que je devrais faire, peut-être d'ici une semaine ou deux. Elle montre que le système Patriot a été totalement incapable d'intercepter les missiles balistiques iraniens. Pratiquement aucune capacité. Donc c'est un système de livraison très fiable quand on parle d'une attaque par missile balistique. Et je peux le démontrer, j'ai des données pour le prouver. Je veux vraiment insister là-dessus, sur les données que j'ai recueillies. En plus de ça, il s'avère que les informations publiées par l'Agence internationale de l'énergie atomique, quand on les analyse correctement, mènent à une conclusion assez surprenante. L'efficacité de la centrifugeuse IR6 est 2 à 3 fois plus élevée que ce que tout le monde pensait, moi y compris. Je ne l'avais pas analysé en détail, parce que c'est un travail très complexe de déterminer exactement combien une de ces centrifugeuses peut produire en matière d'enrichissement. Mais c'est une conclusion très importante, parce que ça veut dire, par exemple, que l'Iran pourrait, en réalité assez facilement, produire 1 ou 2 bombes atomiques, voire plus, par an à partir d'uranium naturel, une fois qu'ils auraient militarisé leur programme. Et avec l'uranium enrichi à 60%, ils pourraient rapidement atteindre, disons, 17, 18 ou 19 armes. Nous parlons donc d'un État doté de l'arme nucléaire, un État majeur, si rien n'est fait pour les dissuader d'aller dans cette direction. Maintenant, cette situation ne devrait pas être alarmante, parce que, si on raisonne calmement, on comprend, comme je l'ai déjà expliqué, que les Iraniens veulent négocier. Ils ne veulent pas se retrouver dans une position où ils seraient entourés d'États potentiellement hostiles, eux-mêmes dotés de l'arme nucléaire. Leurs préoccupations ne se limitent pas à Israël. Donc on a une situation où ils sont très désireux de négocier. Ils l'ont d'ailleurs montré en rejoignant le plan d'action global commun en 2015, acceptant des restrictions très strictes sur leur programme d'enrichissement et en respectant ses engagements.
Donc, on a ici tous les éléments nécessaires pour trouver une solution. Et en gros, mon point de politique est très simple. Vous n'avez pas d'autre choix que de négocier. Parce que si vous ne négociez pas, à un moment donné, vous allez vous retrouver face à un État doté d'armes nucléaires très puissantes. C'est ça votre choix. Soit vous tentez quelque chose de plus militaire, soit vous maintenez la pression militaire, et dans les deux cas, vous allez finir par pousser les Iraniens à prendre la décision de fabriquer des armes nucléaires. Et ils ont la capacité d'en produire un grand nombre, et d'augmenter encore leur arsenal. Donc pour moi, ce n'est pas un choix difficile si on raisonne un minimum. Alors, qu'est-ce qui a changé dans mon analyse? Pourquoi est-ce que je suis encore plus pessimiste que la dernière fois où j'ai donné cette évaluation négative? Eh bien, le fait est que les centrifugeuses à gaz, qui sont essentielles à la technologie dont l'Iran a besoin pour fabriquer des armes atomiques, sont probablement plus nombreuses et plus performantes qu'on ne le pensait jusqu'ici. Par exemple, voici un tableau de l'Institut pour la science et la sécurité internationale. Ils y détaillent le nombre de centrifugeuses produites sur plusieurs mois, jusqu'à l'attaque au marteau de minuit du 22 juin, qui a causé énormément de dégâts au programme iranien. Pas des dégâts fatals, mais des dégâts importants. Jusqu'à ce moment-là, les Iraniens produisaient environ 450 centrifugeuses par mois. Maintenant, the Iranians were producing 450 centrifuges per month. At that, now, a 174 centrifuge. La base utilisée par les Iraniens, c'est une cascade de 174 centrifugeuses. Ils peuvent, je vais vous montrer, en relier deux ensemble et construire une cascade combinée de 348 centrifugeuses. Et ils ont déjà démontré qu'ils en étaient capables, comme je vais vous l'expliquer. L'Agence internationale de l'énergie atomique l'a signalé dans ses rapports. J'ai découvert ça un peu par hasard en relisant l'un de leurs documents. Peut-être que si j'avais été plus attentif, je l'aurais remarqué plus tôt. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une hypothèse. C'est une capacité clairement démontrée par la production rapportée par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Je vais d'ailleurs vous en parler dans un instant. Alors, la quantité d'uranium nécessaire pour fabriquer une bombe, en général, vous voyez le curseur, n'est-ce pas? Oui, Oui, d'accord, très bien. La quantité d'uranium nécessaire pour fabriquer une bombe peut aller jusqu'à 55 kilos. Ça, c'est si on prend simplement du matériau nucléaire et qu'on forme une sphère d'uranium métallique enrichie à 90%. Il faudrait, dans une sphère nue d'uranium métal, environ 55 kilos de ce métal pour fabriquer une arme. D'ailleurs, si on avait un enrichissement à 83,7%, je vais expliquer ce que ça veut dire. Il faudrait peut-être 60 ou 65 kilos. 83,6, c'est le chiffre qui correspond à des traces d'uranium 235 enrichies à environ 83,6 ou 83,7%. On a trouvé ces traces dans l'installation de Fordow. Ce sont de très petites traces, mais elles montrent clairement qu'ils ont démontré la capacité d'approcher presque le niveau militaire, sans pour autant atteindre les 90%. Les gens supposent souvent que c'est 90%. Maintenant, si on parle de ce qu'on appelle un réflecteur d'uranium de 10 cm, on descend à environ 20 kg. En fait, je dois corriger ce que je viens de dire. C'est bien de 20 kg que je parle. On peut faire mieux avec une sphère de beryllium de 10 cm, mais encore faut-il savoir travailler le beryllium. Et il y a de bonnes preuves que les Iraniens savent le faire et qu'ils en possèdent. Mais je vais me concentrer sur ces deux possibilités. 20,5 kg enrichi à 90% ou 14,1 kg enrichi. 20.5 kilograms of 90% enriched or 14.1
14.1 kilograms. So, if we just look at, Alors si on regarde simplement comment on s'y prendrait pour faire ça, eh bien, on prendrait ces matériaux et on assemblerait une bombe. Dans ce cas précis, il s'agit d'un schéma tiré de l'Encyclopædia Americana. Et là, on ne cherche pas à comprimer la matière. Si on voulait une explosion sphérique pour comprimer le matériau, on pourrait utiliser moins de métal d'uranium pour fabriquer une bombe. Mais le mécanisme d'implosion est complexe. Et même avec toute la technologie moderne disponible, il faudrait tester cette arme. Dans le cas d'un modèle qui utilise davantage d'uranium, mais qui fonctionne avec ce qu'on appelle un assemblage par canon, on a une sphère d'uranium percée d'un trou central et deux parties, ou deux cœurs, d'uranium de qualité militaire qu'on assemble de façon explosive. Ce serait une arme fonctionnelle, et son assemblage ne serait pas une tâche compliquée. and assembling it would not be a complicated task. It would not be a complicated task. Ce ne serait pas une tâche compliquée. Le minutage des explosifs n'est pas exigeant, contrairement à ce qu'on a avec une explosion sphérique. Et aucune des technologies nécessaires ne manque à l'Iran. Ils les ont déjà sous la main. Franchement, c'est aussi simple que ça. Et vous savez, quand on est sous la menace, tous ces arguments qu'on entend sur les armes à implosion, ce genre de choses, c'est absurde. Quand on est menacé et qu'on dispose de cette ressource, le mieux devient l'ennemi du bien. Ce qu'on construit alors, c'est une arme simple. Voilà tout. Et certaines déclarations, par exemple celle du Bulletin of the Atomic Scientists, qui est en fait la grande organisation de désinformation sur ce sujet, eh bien, ils publient parfois des petites notes du genre « Oh, ils ne peuvent pas fabriquer d'armes ». Je ne sais pas d'où ils sortent ça. Vous savez, c'est un lait. C'est difficile à croire que cette organisation continue de diffuser de la désinformation de cette façon. C'est un club social. Ils n'ont pratiquement aucune expertise dans cette organisation et ils ne font rien pour y remédier. J'ai eu une longue discussion avec la directrice générale et présidente et elle n'a montré aucun intérêt pour ce que je disais. Aucun. C'était vraiment assez incroyable. Bref, laissez-moi simplement vous donner une idée des dimensions et des poids. Ce sont évidemment des schémas conceptuels. Mais si vous vouliez construire un cœur d'uranium, voilà le cœur de 55 kilos. Il fait peut-être, je ne sais pas, 25 ou 30 cm de diamètre. J'aurais dû inclure les chiffres. Si le cœur devient un peu plus petit, on descend à environ 20,5 kg au lieu de 55. Et l'uranium 238 autour pèse pas mal. C'est dans les 350 kg avec un réflecteur d'une dizaine de centimètres. Maintenant, ce n'est pas forcément un problème parce que le poids total des composants reste en dessous de 350 kg. Donc, si on ajoute une centaine de kilos pour le reste, les dispositifs de mise à feu, l'électronique, les structures, pour maintenir le tout, on peut facilement construire une arme d'environ 450 kilos, ce qui reste tout à fait compatible avec n'importe lequel de vos missiles longue portée. L'avantage, c'est que si vous savez déjà travailler le métal d'uranium, ce qui est forcément le cas si vous fabriquez des cœurs en uranium, alors vous savez aussi manipuler l'uranium 238. Vous voyez, l'U-238, c'est la même chose que l'U-235 du point de vue des propriétés mécaniques et de la manière de le traiter. Donc toute la technologie est déjà là. Il n'y a rien d'exotique dans ces procédés. Si à la place, on veut concevoir une arme plus légère, avec un réflecteur en beryllium d'une dizaine de centimètres ou plus, c'est possible. Mais il faut alors savoir travailler le beryllium. Et cela ne veut pas dire, soit dit en passant, que les Iraniens n'en sont pas capables. Ils pourraient très bien avoir déjà cette compétence.
L'avantage, ce serait d'avoir une arme beaucoup plus légère, parce que le réflecteur n'est pas un matériau incroyablement lourd. C'est un matériau très léger, le beryllium. Mais pourquoi vouloir à tout prix alléger tout ça? Si on la monte sur un missile balistique et qu'il peut la transporter, pourquoi ne pas choisir l'uranium? Enfin, c'est ma spéculation. L'uranium est un matériau très dense qui retarde l'expansion de la masse critique quand elle devient supercritique, et ça permet d'obtenir un meilleur rendement de l'arme. Bref, ce n'est qu'une hypothèse de ma part. Mais si vous voulez voir un exemple d'arme nucléaire, c'est intéressant de regarder. J'ai trouvé ce schéma. Je devrais préciser qu'il s'agit presque certainement de données classifiées, restreintes par la loi américaine sur l'énergie atomique. Quelqu'un a copié ce dessin classifié. Je ne sais pas qui c'était, mais c'est maintenant public. Et là, on parle de l'obus d'artillerie U-33, dont la puissance varie entre 1 et 40 kilotonnes, selon le réglage choisi. Alors, comment ça fonctionne? D'abord, il y a une petite bouteille de gaz à l'intérieur. Donc ce n'est pas quelque chose que les Iraniens pourraient fabriquer pour le moment, parce que cette bouteille contient un mélange de gaz deutérium-tritium. Et produire du tritium, c'est un énorme effort industriel. Les quantités nécessaires ne sont presque certainement pas disponibles pour l'Iran. Je peux me tromper, bien sûr. Si c'est le cas, alors la situation est encore plus grave, non? Mais en gros, on contrôle l'émission de neutrons qui pénètrent dans la masse critique assemblée en ajustant la quantité de deutérium et de tritium injectés dans cette bouteille. Donc si je veux un faible rendement, je ne mets pas de gaz de deutérium ni de tritium à l'intérieur. Si je veux un rendement très élevé, j'en mets beaucoup. Et voilà ce qui se passe. Quand l'obus d'artillerie est tiré, il y a un anneau de métal en uranium, du métal de qualité militaire, et un projectile fixé dessus, un projectile annulaire, lui aussi en matériaux de qualité militaire. À cause de la décélération, souvenez-vous, on parle d'un obus d'artillerie, il subit d'abord une très forte accélération, puis en vol, une décélération tout aussi importante à cause de la traînée aérodynamique. Et ce qui se produit, c'est que cet anneau métallique annulaire vient se mettre en place, formant une masse critique juste en dessous du seuil nécessaire pour produire un rendement nucléaire. Mais ensuite, vous avez ce projectile qui, au moment précis, va être propulsé par une charge explosive dans cette cavité, ici. En pénétrant dans la cavité, il va écraser ce petit réservoir contenant du gaz de deutérium et de tritium. La température va alors grimper très vite, à mesure que les neutrons de masse critique sont libérés. Finalement, la température atteint des dizaines de millions de degrés Kelvin. Le gaz de deutérium et de tritium s'enflamme dans une réaction thermonucléaire, et ces deux éléments fusionnent pour former de l'hélium 4. Et quand ils fusionnent en hélium 4, ils émettent des neutrons. Ces neutrons sont extrêmement énergétiques. Un neutron typique émis par un noyau d'uranium a environ 1 million d'électronvolts. Ceux-là atteignent 14 millions d'électronvolts. Alors, quand ces particules entrent dans la masse critique d'uranium autour d'elles, elles percutent simplement les atomes d'uranium. Elles ne font pas que réagir, elles explosent littéralement, elles se brisent. Et là, on observe une croissance énorme du nombre de neutrons, une véritable multiplication des neutrons. Et bien sûr, ça augmente considérablement le rendement. Il semble que ce modèle soit capable d'atteindre 40 kilotonnes, ce qui est un très bon rendement. Donc, si vous voulez voir les dimensions de l'arme que je viens de vous montrer, l'arme iranienne, vous pouvez constater qu'elle fait environ 30 cm. Ce n'est pas un dispositif particulièrement grand. On voit bien qu'il ne serait pas difficile de le placer sur un missile balistique.
Alors, toute personne qui vous dit que les Iraniens ne peuvent pas faire ça et qui connaît un minimum la technologie qu'ils ont déjà démontrée, fume la moquette. Je ne sais pas d'où leur vient cette idée. Ce pays a la capacité de fabriquer des armes nucléaires et ces armes seraient très fiables. Ils n'ont même pas forcément besoin de les tester. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit quand on parle de les pousser dans un état d'esprit où ils auraient l'impression de n'avoir d'autre choix que d'avancer. Même s'ils savent que leur intérêt, c'est de ne pas construire d'armes nucléaires, ils peuvent finir par se dire que la menace que vous représentez est telle que, parmi toutes les mauvaises options, la moins pire devient celle de fabriquer des armes nucléaires. C'est ça le vrai problème. Pour vous donner une idée de l'échelle, voici le dispositif nucléaire qui irait à l'intérieur de l'obus. Et ce que j'ai fait, grâce à la magie des images, c'est que j'ai simplement extrait cet élément, puis le dispositif, pour vous montrer à quel point il s'intègre parfaitement dans l'obus d'artillerie. Donc rien de tout ça n'a rien de magique. Enfin, c'est magique si vous essayez de faire ça dans votre garage, c'est vrai. Mais si vous êtes un État avec les capacités considérables que possède l'Iran, c'est tout à fait faisable. C'est ça le point essentiel. Maintenant, les centrifugeuses à gaz, c'est l'autre technologie cruciale ici. Et nous savons qu'ils en ont. L'Agence internationale de l'énergie atomique l'a d'ailleurs indiqué dans un rapport particulièrement intéressant. Laissez-moi simplement vous montrer Ray 4. Ce rapport date de 2025. On dirait qu'on est en août 2025 et il s'agit du rapport sur la vérification et le suivi de l'État islamique, publié en mars de la même année. Alors si on remonte un peu, voilà de quoi il parle. Il est question de 174 jours, une cascade de centrifugeuses que les Iraniens ont présentées. Ils ont travaillé avec elles sur le site de Fordow. Maintenant, il y a une règle simple. Chaque unité de travail de séparation produite par chacune de ces centrifugeuses s'ajoute de manière linéaire au nombre total de centrifugeuses. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on utilise cette unité, parce que c'est une façon très élégante de décrire la capacité d'enrichissement. Donc si vous en avez 174 et que chaque centrifugeuse produit une unité de travail de séparation, alors vous obtenez la cascade. En supposant que l'efficacité soit bien maîtrisée, et c'est une tâche énorme et complexe, il faut passer par des essais et des ajustements. Mais si tout fonctionne bien, à la limite théorique, on devrait pouvoir obtenir 174 unités de travail de séparation par centrifugeuse. Si on en obtient 10 par centrifugeuse, alors on devrait en avoir 1740. Avec 5, évidemment, on en a la moitié. Ce que les Iraniens testaient, c'était l'utilisation de 2 de ces unités. Ils prenaient une centrifugeuse, récupéraient l'uranium enrichi et l'introduisaient dans l'alimentation d'une autre centrifugeuse. Et à la sortie, ils obtenaient un produit. L'expérience qu'ils menaient consistait à introduire de l'uranium enrichi à 20% d'un côté pour produire du 60% à l'autre extrémité. D'accord, je veux dire, c'est ce qu'ils faisaient. L'Agence internationale de l'énergie atomique les surveillait. D'ailleurs, ils ont aussi montré 3 cascades en fonctionnement simultané. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, voici ce qu'ils ont déclaré. Ils ont communiqué la production iranienne. Ce n'est plus théorique, ce n'est plus une estimation. L'estimation qui circulait jusqu'à présent, y compris celle que j'utilisais, c'était que les centrifugeuses iraniennes de type IR6 produisaient entre 3,5 et 7 unités de travail de séparation par centrifugeuse. Et vous savez, il y a une grande marge d'incertitude parce que beaucoup essayent d'analyser cette machine sur le plan mécanique sans faire de véritables expériences.
real experiments. You don't have the experimental data. So here's what the Vous n'avez pas les données expérimentales. Alors, voilà ce que les Iraniens ont montré à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ils ont pris de l'uranium enrichi à 20%, l'ont fait passer dans cette double cascade, et ils ont produit 34 kg d'hexafluorure d'uranium par mois, enrichi à 60%. 34. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on sait que... Je ne vais pas faire tout le calcul ici. En gros, si on regarde le nombre de centrifugeuses, disons environ 400, si on prend 112 kg d'uranium enrichi à 20%, il faut environ 400 unités de travail de séparation pour obtenir 37 kg d'uranium enrichi à 60%. Ce n'est pas une quantité énorme, mais c'est quand même autour de 400. Pour donner un ordre d'idée, si on part d'uranium naturel, il faut environ 5500 unités de travail de séparation. You need 5,500 separative work units. So it's a lot of work that's already been done. Donc ça représente déjà pas mal de travail accompli. Il faut environ 400 unités de travail de séparation pour prendre 112 kg d'uranium enrichi à 20% et en produire 37 kg enrichis à 60%. Alors, puisque c'est le chiffre qui ressort de mes calculs, on divise 34 par 37, parce qu'en réalité, on parle de 369 unités de travail de séparation pour produire 34 kg d'uranium enrichi à 60%. Bon, il y a 348 centrifugeuses. Donc si on ajuste cette quantité sur une base mensuelle, puisqu'on raisonne au mois, on multiplie par 12 mois. Et ça nous donne ce que ces deux cascades peuvent produire ensemble en unités de travail de séparation. 4440 unités, c'est énorme. C'est presque une arme nucléaire. On parle ici de centrifugeuses qui produisent 12,75 unités de travail de séparation chacune. C'est bien plus que ce que tout le monde imaginait. C'est presque 4 fois, disons 3 fois et demi à 4 fois, la capacité des estimations les plus basses. Autrement dit, les Iraniens disposent d'une capacité énorme pour produire des armes nucléaires, s'ils décident de le faire. En résumé, si on regarde rapidement les diapositives, voilà, on a le temps, c'est bien. Donc si on passe les diapositives, on voit une cascade de 348 centrifugeuses capables de produire 4437 kg d'unités de travail de séparation par an. Comme je l'ai déjà dit, je voudrais simplement rappeler au public que le processus d'enrichissement s'accélère. Par exemple, l'image que j'ai utilisée plus tôt, c'est celle du sucre mélangé à de l'eau. J'ai expliqué que même si la comparaison n'est pas parfaite, elle n'est pas mauvaise non plus. Imaginons que je puisse faire évaporer 10 unités d'eau à chaque cycle. C'est un chiffre arbitraire. Et disons que ma solution contient 10% de sucre. À chaque cycle, à chaque unité de travail de séparation, la concentration sucre augmente encore et encore. Et vous voyez, quand je descends vers des enrichissements plus élevés, en fait, je décolle vraiment. J'ai une solution beaucoup plus concentrée, et pourtant, je peux toujours retirer à peu près la même quantité par unité de travail de séparation. Donc, quand j'arrive à 50%, le dernier effort est très faible. Autrement dit, quand je parle d'uranium enrichi à 60%, je parle d'un effort assez limité. Alors, si j'ai une cascade de 348 centrifugeuses IR6 qui produisent environ 4437 unités de travail de séparation par an, et qu'il ne me faut que 120 unités pour obtenir 25 kg d'uranium enrichi, ça représente environ 1 semaine et demie de travail. To get 25 kilograms of enriched uranium, that's 1.4 weeks. That's a short time. If I only
C'est un délai très court. Si je descends à 25, donc ça me donne 38 kilos par bombe, ce qui veut dire qu'il me faut 38 kilos par bombe. J'ai 440 kilos d'uranium enrichi. C'est de l'hexafluorure d'uranium. Donc j'ai de quoi faire 10 ou 11 bombes. Si à la place je pars sur 68 kilos pour produire 14 kilos, c'est juste une estimation, alors il me faut 5 ou 6 jours. Si je dois produire 20 kilos, peut-être 7 ou 8 jours. Donc je peux produire entre 15 et 19 bombes, selon le modèle que je choisis. On parle donc d'une capacité d'armement vraiment très importante par rapport à ce dont on a discuté jusqu'ici. La conclusion au final est très simple. So, the final conclusion is very simple. Even top-level American politics. Même les responsables politiques américains de haut niveau devraient pouvoir comprendre ça. L'Iran a la technologie et le savoir-faire pour construire entre 10 et 20 bombes atomiques, rapidement. Je parle de rapidement. Vous voyez, en quelques semaines, peut-être que ça prend des mois, parce qu'il faut rassembler certains équipements. On ne sait pas. Mais en tout cas, on ne parle pas d'années, loin de là. Cette déclaration du Bulletin of the Atomic Scientists, c'est du grand n'importe quoi. Et c'est irresponsable de leur part de prétendre que ce n'est pas un problème. La raison pour laquelle j'insiste là-dessus, pour être bien clair avec toi, Glenn, c'est que si je te dis quelque chose, si tu es un décideur, et que je te dis que ce n'est pas un problème, moi, ton conseiller technique, alors tu dis d'accord, j'ai pas à m'en préoccuper. Then you say, okay, I don't have to worry about this. This is not something I need to be contemplating. So this is not a minor error on the part of the bulletin. This is major. And they go around telling people they're experts, and they go around propagating false information. Since I'm not feeling polite today, nonsense. They propagate nonsense. And they misrepresent themselves as experts. They don't do any work. And they irresponsibly present an incorrect picture to the public and to many people in Washington who make the mistake of thinking these guys know what they're talking about. So this is a problem. So you do not, the upside is that the Iranians don't want to become a weapon state. They know it would undermine their national security. So you got Ils savent que ça affaiblirait leur sécurité nationale. Donc on a 2 points importants qui mènent à la même conclusion. Premièrement, ils ont la technologie. Deuxièmement, ils ne veulent pas l'utiliser si on leur offre une porte de sortie. C'est aussi simple que ça. On pourrait prendre un enfant de maternelle, lui expliquer les options, et il ferait toujours le bon choix. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec ces génies à Washington? Qu'est-ce qui cloche? Il faut utiliser la diplomatie pour aider les Iraniens à faire ce qui est dans l'intérêt commun de tout le monde. C'est dans l'intérêt de tous. Parce que si, à la fin, ils décident quand même de construire des armes nucléaires, ce sera un cauchemar sécuritaire pour l'Iran, l'Arabie saoudite, la Turquie, l'Égypte, les pays du Golfe, Israël et les États-Unis. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Et ces arguments selon lesquels les Iraniens seraient susceptibles d'utiliser l'arme nucléaire contre Israël sont tout simplement absurdes. Parce que les Iraniens comprennent très bien, et on le voit, qu'ils sont rationnels. Nous n'avons absolument aucune raison d'en douter. Toutes les preuves, sans exception, montrent qu'ils sont extrêmement rationnels et qu'ils réfléchissent profondément à ces questions. Ils savent que s'ils utilisaient une arme nucléaire contre Israël, ce serait la fin de l'Iran. Ils savent qu'il y aurait une riposte nucléaire. Donc, ils ne le feront pas. Alors laissons-les rester un État nucléaire naissant. Ce n'est pas le meilleur scénario, mais en réalité, c'est peut-être le moins mauvais, parce que le gouvernement israélien, lui, est complètement fou. Israelis have a government that's totally crazy. I don't know what this Israeli government's willing or able or capable of. Je ne sais pas ce que ce gouvernement israélien est prêt ou capable de faire. Je veux dire, si j'ai montré dans ces présentations ce que l'Iran pourrait faire à Tel Aviv en cas d'attaque contre Tel Aviv, c'est parce que je veux que les Israéliens comprennent qu'on ne s'en sort pas indemne si on fait ça.
ce serait aussi la fin d'Israël. Alors, calmons-nous un peu, essayons de réfléchir de façon rationnelle et éloignons-nous du bord du gouffre, parce que la situation est vraiment très mauvaise. Voilà, c'est à peu près le message que je voulais faire passer. Donc je ne t'ai pas convaincu? Non? Tu veux que j'enlève la diapositive? Oui, d'accord, je vais l'enlever. Can you bring down the slide? Yeah, I'll bring down the slide, sure. Okay. D'accord. Non, tu m'as convaincu. It's me. This is, Yeah, no, I know. someone I know else, you. Oui, non, je te connais. Mais je pense que l'ampleur de leur capacité est bien plus grande. Je veux dire, une seule arme nucléaire, c'est déjà suffisant. Si tu en as une, je vais être très prudent avec toi. Si tu en as deux, je vais l'être encore plus. L'argument que Colin Powell avait avancé à propos des Nord-Coréens, que ça ne change rien d'en avoir une ou deux, pour moi c'est faux. Deux, c'est très différent d'une, parce que ces armes sont d'une puissance de destruction inimaginable. Mais quand on parle de 20 contre 10 et de la capacité potentielle, tant que le face-à-face continue, d'en produire encore une ou deux chaque année, si on décide d'aller de l'avant, c'est ça qu'il faut envisager. On se retrouve alors face à un État extrêmement armé, entouré d'autres États qui eux aussi vont finir par être très armés. Surrounded by states that are going to be well armed too. And for what? Who is better off in the end? Et pourquoi faire? Qui s'en sort mieux au final? Quel genre d'environnement, si vous êtes israélien, saoudien ou iranien, prépare vraiment la sécurité future de cette région? Franchement, c'est évident. Il faut être complètement aveugle pour ne pas voir que c'est la seule solution. C'est la solution. Je veux dire, à moins que vous puissiez me montrer une solution militaire, là on peut en discuter. Je ne fais pas partie de ceux qui rejettent toute option militaire quand il n'y a vraiment pas d'autre choix. Je pense simplement que l'armée doit être le tout dernier recours. Mais si une intervention militaire s'avère nécessaire, je ne ferai pas partie de ceux qui diront non, si je pense vraiment que la situation est assez grave. Vous savez, Saint Augustin m'a convaincu qu'il y a des situations où les choses peuvent être tellement graves que l'immoralité de la guerre peut se justifier parce que ce qui se passe est encore plus immoral. Le problème avec les critères de Saint Augustin, enfin ce n'est pas un problème avec son raisonnement en soi, c'est qu'on ne peut jamais savoir si l'intervention militaire qu'on lance pour arrêter un mal plus grand ne va pas, au final, échapper à tout contrôle et provoquer un mal encore pire. On espère pouvoir stopper un mal par un mal moindre, mais on ne peut pas le prévoir. Et ça, c'est très difficile à gérer en temps de guerre. Mais je ne suis pas philosophiquement ou fondamentalement opposé à l'usage de la force militaire. Je pense simplement que ça doit être le tout dernier recours, vraiment le dernier. Mais dans ce cas précis, il n'y a pas d'alternative. Ce n'est pas une option. Et c'est aussi simple que ça. Trouvez un officier militaire qui sait de quoi il parle. Find a military officer who knows what they're talking about. You can get this guy, what's it, Petraeus there. He'll tell you anything. You know, but you talk to a responsible military officer, you know, they're going to tell you, like, if someone says, let's do it, I think we can do it. Get one of these guys like Kellogg, maybe, or show me, show me. It's like when people, I was involved in doing nuclear war planning. I know where the ground zeros were. J'y étais. J'étais dans les programmes informatiques où on plaçait ces armes. Donc je ne suis pas un de ces types de la haute politique qui se contentent de regarder un tableau avec un grand panneau rouge, tu vois, option d'attaque majeure. Moi j'ai vu ce qui se passait en détail. Alors maintenant, quand quelqu'un me dit on devrait avoir plus d'armes nucléaires, ma première question, c'est comment on compte les utiliser. Montrez-moi comment on va les utiliser. Moi, je sais comment les utiliser. J'ai déjà été. J'ai participé à la planification. Montrez-moi où on va déployer ces armes et en quoi ça va vraiment renforcer nos capacités militaires
d'une manière qui pourrait, d'une façon ou d'une autre, améliorer concrètement notre sécurité nationale. Si vous pouvez me le démontrer, là ça m'intéresse. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose d'avoir des armes nucléaires. En général, je pense qu'on se porterait tous mieux sans elles. Mais bon, elles existent. Le problème, c'est que ces gens-là, ils avancent des arguments sans rien y connaître. Ils n'y ont jamais vraiment réfléchi. Alors, Général Kellogg, expliquez-moi. Je suis juste un pauvre type, un gars un peu naïf, qui a été conseiller du chef des opérations navales et qui savait où se trouvaient les points zéro. Alors expliquez-moi. Voilà, c'est comme ça que j'aborde ces questions. Je trouve que c'est un très bon point. Parce que même si, pour une raison ou une autre, on était tous d'accord pour dire que oui, il serait raisonnable d'attaquer l'Iran pour l'empêcher d'acquérir l'arme nucléaire. Imaginons que les services de renseignement montrent qu'ils essayent vraiment d'en obtenir une, ce qui n'est pas le cas. Et imaginons qu'ils soient complètement irrationnels avec ces armes, ce dont rien ne laisse penser non plus. Mais admettons que ce soit l'objectif. Comme tu le dis, j'aimerais voir le plan, précisément. Comment ça va fonctionner? Parce que les Iraniens ont déjà le savoir-faire et ils ont les matériaux. Donc, la seule façon d'empêcher l'Iran de développer des armes nucléaires maintenant semble être la destruction totale du pays. Et si cette option n'est pas envisagée, si elle n'est ni bonne, ni réaliste, ni même possible, alors toute attaque contre l'Iran ne fera qu'augmenter son besoin de se doter d'une arme nucléaire. C'est pour ça que je pense que la diplomatie est aujourd'hui encore plus importante qu'avant la guerre. Parce que les États-Unis et Israël ont en fait créé une incitation encore plus forte pour l'Iran à développer cette dissuasion nucléaire. Et vous voyez, c'est ça qui devrait être la leçon principale de tout ça. Enfin oui, c'est juste. Yeah, it's just a kindergarten child. If you played late. Un enfant de maternelle, si on lui présentait le choix comme ça, ferait toujours le bon choix. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas le faire de cette façon, mais tu peux le faire de cette autre façon. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Sauf que, à chaque fois qu'ils partent en guerre, toi, tu reçois un bonbon. On fait souvent un argument moral pour expliquer pourquoi l'autre camp est mauvais. Et ensuite, on se lance dans une description du caractère du gouvernement, par exemple. Mais encore une fois, qu'est-ce qui est vraiment faisable? Parce que, regardez, on a passé 20 ans en Afghanistan pour remplacer les talibans, par les talibans. On a vu la chute de l'Irak, qui n'a fait qu'aligner le pays sur l'Iran au lieu de créer un équilibre. On a vu la destruction de la Libye, qui est aujourd'hui un chaos total et un vrai problème de sécurité pour l'Europe. La Syrie, qui avait autrefois une certaine stabilité, maintenant, on se retrouve allié avec un chef de l'État islamique. Franchement, rien de tout ça n'a été un succès. Alors j'aimerais savoir, puisque nous attaquons un pays qui possède ou peut développer l'arme nucléaire, j'aimerais voir un vrai plan. Qu'on m'explique exactement comment tout cela est censé fonctionner, pas juste des slogans. Oui, je ne suis pas sociologue, donc n'hésitez pas à me corriger, mais j'ai toujours eu cette impression. Le débat américain sur le nucléaire, enfin, une grande partie du débat américain sur les armes nucléaires et leur possible utilisation, a une dimension raciste sous-jacente. Parce qu'il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, les Aspins étaient secrétaires à la Défense au moment de ce désastre en Afrique, l'incident de Black Hawk Down. Et il a lancé ce débat outrageusement raciste, qui a continué pendant des années au Congrès américain. Le débat portait sur la question suivante. Est-ce que les autres pays sont assez rationnels pour être dissuadés? Est-ce qu'ils sont rationnels comme nous? Mais enfin, de quoi parle-t-on? Vous voulez dire que les peuples à la peau brune ou jaune ne comprendraient pas, eux? Je veux dire, vous savez, prenez une vache avec son veau. Si vous vous approchez trop près du veau,
Là, vous comprendrez ce que veut dire dissuasion. Et c'est d'une vache, hein, pas un taureau, une femelle. Alors franchement, à quel point peut-on être stupide? À quel point peut-on avoir une vision étroite, centrée sur son propre groupe, pour penser que les autres ne sont pas rationnels? Peut-être que c'est pas eux, mais vous qui ne l'êtes pas. Vous êtes tellement ignorant de l'intelligence des êtres humains dans d'autres pays, de leur culture, de leur capacité à comprendre ce qui compte vraiment, que vous imaginez qu'ils ne savent pas ce qui est dans leur intérêt national. Comme si ce n'était pas dans leur intérêt de ne pas attaquer les États-Unis avec des armes nucléaires. Toute cette discussion en ce moment. Trump dit que les Iraniens pourraient nous attaquer avec des armes nucléaires. Quoi? Ils n'attaqueront pas les Israéliens avec des armes nucléaires, je peux vous l'assurer, parce qu'ils comprennent très bien les conséquences. Attaquer les États-Unis avec des armes nucléaires, là on parle littéralement de faire de la Terre un enfer. De quoi parle-t-il? Ce pays n'est pas une menace nucléaire pour les États-Unis. Certains disent, oui, mais il pourrait faire passer quelque chose sur un navire. D'accord. Et quand les analyses montreront que ça vient d'Iran, vous verrez un immense parking de verre vert à la place de l'Iran. Franchement, c'est absurde. Ce débat censé venir de gens qui se disent experts en politique de sécurité nationale. C'est ridicule. Si votre adversaire est vraiment suicidaire, il n'y a rien que vous puissiez faire. Et il n'y a aucune raison de penser que si votre adversaire est blanc et européen, ou noir et africain, ou peu importe, il soit irrationnel. Le dirigeant le plus irrationnel, vraiment irrationnel, dont j'ai connaissance, celui qui aurait pu détruire son propre pays, c'est Hitler. S'il avait eu l'arme nucléaire à cette époque et si nous l'avions eu aussi, il l'aurait probablement utilisée. Quand l'Allemagne a perdu la guerre, il a dit à Albert Speer, « Va, détruis le pays ». Les Allemands ne doivent pas survivre. Ils ont échoué à leur test de race supérieure, ils méritent de mourir, et la culture, tout, doit disparaître. Et Speer ne l'a pas fait, il n'a pas obéi à l'ordre du Führer. Mais bon, cet homme était complètement dérangé. Et à mon avis, Staline, lui, n'aurait jamais utilisé l'arme nucléaire. Staline était brutal, meurtrier, oui. Mao Zedong, non plus. Murderous guy. Mao Zedong? No. So what are we talking about here? Alors, de quoi parle-t-on exactement? Le vrai problème, c'est l'erreur. C'est ça le vrai problème. Plus il y a d'États dotés de l'arme nucléaire, et plus ils possèdent d'armes, plus il y a de risques qu'un incident se produise, d'une manière totalement imprévisible, catastrophique, qui pourrait conduire à l'utilisation d'armes nucléaires. Peut-être à une toute petite échelle au départ, mais qui pourrait très vite déclencher un échange massif. C'est ça le vrai danger. C'est pour cette raison que je perdais mon temps à discuter avec le président du Bulletin des scientifiques atomiques, parce qu'ils ont publié un article qui parlait d'une fausse alerte survenue en 1995 en Russie, et ils se sont complètement trompés. Tout. Franchement, c'était incompréhensible et tout était faux. Et cette femme m'appelle après que je lui ai écrit à ce sujet. Je lui avais envoyé des documents et elle n'en avait lu aucun. Et là, elle commence à me demander d'expliquer. Et j'ai explosé. Hors de question. Vous savez, je peux être quelqu'un de pas très agréable. Ça peut vous surprendre. Mais là, je lui ai vraiment dit, « Tu m'appelles ?» sans même prendre la peine de lire le résumé de 5 minutes que je t'ai envoyé, en plus des heures de documents. Et tu veux que je te traite comme si tu méritais le respect? Et elle me répond, « Oui, mais je suis occupé. » Eh bien, je suis content pour toi, que tu sois occupé. Vous dirigez ce journal et vous diffusez de fausses informations qui sont cruciales pour la prise de décision, des informations qui pourraient mener à une guerre nucléaire accidentelle. Et vous ne trouvez pas ça assez important. C'était assez incroyable. Vraiment une discussion incroyable. À un moment, je lui ai dit, « Vous vous rendez compte que cela a révélé une instabilité
un problème particulier dans le système d'alerte précoce russe. Cette instabilité existe toujours aujourd'hui et pourrait, si les bonnes, ou plutôt les mauvaises, circonstances se réunissaient, conduire à un échange nucléaire catastrophique. Donc oui, c'est une instabilité. Et là, elle me dit, c'est réel. Je cite, elle dit, « Eh bien, je suis préoccupée par toute forme d'instabilité. » Alors je lui dis, « D'accord, mais est-ce que vous êtes préoccupé par cette instabilité-là » Elle répond, « Je suis préoccupée par toute forme d'instabilité. » Je lui dis, « Pouvez-vous me dire clairement que vous êtes préoccupé par cette instabilité ?» Et elle s'est simplement répétée une troisième fois. Voilà le niveau de curiosité et de professionnalisme de la directrice générale et présidente du Bulletin of the Atomic Scientists. S'il y a quelqu'un ici qui fait partie du conseil du Bulletin, appelez-moi parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette organisation. Je pense que c'est une organisation qui peut faire de bonnes choses, mais en ce moment, elle fait du tort. C'est mon avis. That's my view. Well, thank you for outlining this. No, Merci d'avoir précisé tout ça. Bon, c'est un autre débat, mais c'est frustrant de voir une partie des experts s'éloigner un peu du sujet. Je pense que c'est une question vraiment importante, celle de la prolifération nucléaire. Parce que, sur la question de la rationalité, c'est l'un des points les plus dangereux. Cette idée que les Iraniens seraient irrationnels, voire fous. En fait, c'est même intégré à notre langage. On n'arrive même plus à parler de l'Iran autrement. On parle des mollahs et de tous ces efforts pour les faire passer pour aussi irrationnels que possible. Et puis oui, tout ce raisonnement. Si on sait maintenant qu'ils ont une incitation à acquérir l'arme nucléaire, ils ne veulent pas pour autant la développer. Ils savent très bien que ça provoquerait une prolifération dans toute la région et que leur sécurité en serait affaiblie. Donc il y a clairement une base pour un accord ici. Et pourtant, l'objectif reste le même. Essayons de les bombarder une troisième fois. Peut-être qu'avec un peu de chance, cette fois, ça marchera. Franchement, on ne pourrait pas inventer ça. Mais voilà où on en est. Une dernière réflexion. Oui. Eh bien, je vais être à Varsovie pour donner une conférence sur les performances des Patriots jusqu'à présent, depuis la guerre du Golfe en 1991 jusqu'à aujourd'hui. Et ce ne sera pas positif. J'ai des données qui appuient mes conclusions. Je pense que les gens devraient vraiment réfléchir à ça, au fond de ce que je vais dire. J'aimerais d'ailleurs en reparler dans votre émission à un moment donné, parce qu'on discute en ce moment du réapprovisionnement des stocks épuisés d'intercepteurs patriotes pour que les Israéliens puissent se défendre contre des missiles que ces intercepteurs ne peuvent pas intercepter. Donc, on parle ici de dépenser des milliards de dollars pour reconstituer des stocks avec des missiles qui en réalité ne peuvent pas faire face aux missiles balistiques susceptibles de les attaquer. C'est quelque chose dont les contribuables américains devraient être conscients. Et bien sûr, les Israéliens aussi devraient en être conscients, parce que si un jour l'un de ces missiles transportait une arme nucléaire, ils ne pourraient pas l'arrêter. Ils ne seraient pas capables de l'intercepter. Enfin voilà, c'est une autre réflexion. J'ai l'impression d'apporter de mauvaises nouvelles, mais bon. Max, thanks, Merci, prenez soin de vous. Take care.